Le débat du Grand Live ce soir, on accueille Laurent Siget, bonsoir, chef d'entreprise, membre des démocrates mobilisés. C'est un mouvement de contestation qui est né durant cette crise du coronavirus en Israël. Avec vous également Nissim Slama, bonsoir. Vous êtes membre du Likoud et fondateur du Forum du Likoud pour la souveraineté populaire. Alors on va parler beaucoup du coronavirus évidemment dans ce débat, mais pas seulement. On essaiera de parler aussi de cette image qui va sans doute envahir les écrans la semaine prochaine, signature à Washington le 15 septembre de l'accord de paix entre Israël et les Émirats Arabes Unis, avec Donald Trump sans doute, Benjamin Netanyahou et puis l'émir, le dirigeant des Émirats Arabes Unis qui sera là. Ça fera sans doute une belle photo également. Et puis on parlera aussi des derniers rebondissements judiciaires qui tentent à montrer qu'il y aurait eu conflit d'intérêts dans l'enquête menée à charge contre Benjamin Netanyahou, conflit d'intérêts au sein des enquêteurs qui ont mené donc cette instruction. Ce sont les gros sujets. On verra s'il y en a d'autres aussi qui arrivent dans ce studio. Alors, je vais commencer avec vous, Nissim Slama. Il y a la mise en place ce soir de ces couvre-feux nocturnes en Israël. Benjamin Netanyahou l'a dit. Il faut que la population prenne conscience de la gravité. Est-ce que vous ne trouvez pas que les politiciens ont occulté finalement la situation sanitaire au profit de leur intérêt politique avant tout, et qu'il n'y a pas eu une sorte de confusion dans la gestion de cette crise? Je suis d'accord. Et je pense que la responsabilité est partagée des deux côtés. Et du côté de la population, je me promène dans Jérusalem, je me promène dans Tel Aviv, et la population qui ne fait pas assez attention. Et ça vient aussi parce que comme la première vague, il n'y a pas eu assez, entre guillemets, de malades ou de décès, etc. Donc d'un coup, les gens ils se disent « Ah, donc tout va bien ». Et il y a de plus en plus. Et de l'autre côté, aussi les politiques qui ont une grosse partie de responsabilité. Et chacun, vous savez, quand il y a eu un nouveau gouvernement, chacun a voulu libérer au maximum. Chacun il a voulu ouvrir au maximum. Et d'un côté, évidemment, et l'administration qui, comme d'habitude, met des bâtons, empêche les choses de bouger, empêche le gouvernement de fonctionner. Et on voit qu'en fait, le gouvernement de transition fonctionnait beaucoup plus rapidement. Les décisions étaient prises beaucoup plus rapidement que depuis qu'on a un gouvernement qui est en fait un gouvernement paritaire et que tout va beaucoup plus doucement. Et pour que prendre chaque décision, ça prend des journées. Voilà, surtout qu'on a nommé un monsieur Corona qui, en fait, doit attendre toujours des autorisations pour décider. C'est un problème, je suis d'accord, qu'il faudrait donner au professeur Gamzou plus d'autorité. Mais d'un côté, la politique toujours joue. On est dans un pays qui est très hétérogène et chaque population est sûre et certaine comme quoi on l'attaque de titre personnel. Et donc c'est un vrai problème. Vous dites bien que je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, parce que lorsque tout allait bien, c'était grâce au Likoud. Lorsque tout va mal, c'est parce que le gouvernement a une parité entre le bleu-blanc et le Likoud, ce qui est évidemment une farce. La gestion de ce corona, en fait, est vraiment une farce. Pourquoi ? Parce que M. Netanyahou a levé le drapeau blanc face au parti ultra-orthodoxe. Au lieu d'avoir, il a cédé, mais c'est pas cédé, il a levé le drapeau blanc, il s'est rendu les mains en l'air, il n'y a même pas de quoi discuter. Ils lui ont d'ailleurs dit pendant la discussion que si ce n'était pas grâce à eux, il serait déjà en prison. Donc les choses ont été clairement dites, les choses ont été mises sur la table, c'est clair, n'était précis. La politique ou le politique a capitulé devant la santé, c'est-à-dire que les intérêts politiques ont pris le pas sur les intérêts sanitaires. Je ne vous ai pas interrompu. Au lieu d'avoir, ça fait 2 mois qu'on parle de ce monsieur Gamzo, qui est un homme tout à fait capable, qui est en quarantaine ce soir, qui est en quarantaine. Il a dû serrer trop. À force d'aller embrasser des mains de rabbin, peut-être que finalement il a attrapé le corona à Bnei Brak. Mais bon, c'est une petite pique. Il a fait un plan qui depuis 2 mois est le même. On en parle depuis 2 mois de ce plan, ce qu'ils appellent Ramzor, qui est un plan de signal avec des couleurs, comme on l'a fait exactement en France, département rouge, vert, jaune, etc. Et au lieu d'appliquer ce plan, en fait, on l'a pas laissé appliquer le plan qu'on lui a demandé d'établir. Donc, une fois de plus, ça n'a pas été appliqué. La faute aux ultra-orthodoxes, c'est la faute au fait qu'on a un Premier ministre qui est très, très faible. C'est un peu ironique de dire ça quand on organise des manifestations. Moi, j'habite à Jérusalem, pas très loin de manifestations. Quand tous les samedis soirs et 1 ou 2 fois par semaine, il y a des milliers de personnes qui se rendent pour manifester, qui font absolument fi de toute instruction sanitaire, qui se baladent sans masque, des centaines de personnes, des milliers de personnes qui dansent, qui chantent, j'y suis, j'habite à côté, j'habite à quelques centaines de mètres, donc je vois assez souvent. Et donc c'est un peu rigolo que de voir cette chose. Maintenant, les ultra-orthodoxes, je dis pas qu'ils ont raison, je suis pas ultra-orthodoxe, je suis pas en train de les défendre, mais au bout du compte, et en passant, c'est pas que les ultra-orthodes, c'est aussi la population arabe du pays. C'est les deux centres névralgiques de là où la majorité sont des arabes ou ultra-religieuses. Pas en pourcentage. Et je vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Excusez-moi, tout à l'heure vous m'avez laissé finir la phrase.
ce qui se passe, c'est que les ultra-orthodoxes, à juste titre, en passant, vont voir et disent, écoutez, c'est pas juste. Pourquoi tous les samedis soirs, il y a des dizaines de milliers de manifestants qui font fi de toute loi. D'ailleurs, c'est pas seulement au niveau sanitaire, c'est même de toute loi. C'est traverser les barreaux, les passages interdits, c'est bloquer les routes, c'est faire du bruit quand on n'a pas le droit de faire du bruit après 9h30 du soir, juste avant l'entrée du Shabbat, etc. Et nous, on doit faire attention, on doit respecter, faire un couvre-feu. Maintenant, je dis pas que les ultra-orthodoxes ont raison. D'un autre côté, c'est un peu ironique pour les gens qui participent à ce genre de manifestation. D'ailleurs, en passant, aucun problème avec le manif. Je reviens d'une manifestation contre la centrale syndicale, donc j'ai aucun problème avec la manifestation. Il y a quelques mois, quand ils faisaient des manifs, ils étaient à 2 mètres l'un de l'autre. C'était en passant des superbes images, même au niveau médiatique. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc, je dis simplement, on ne peut pas d'un côté critiquer la population ultra-orthodoxe et critiquer la population d'Arabes que Laurent a tout à fait oublié, et en même temps soutenir des manifestations anti-démo contre la démocratie qui font fi de toute loi, qui font fi des instructions de la Cour suprême et qui font fi qui s'en foutent de tout. Donc c'est totalement ironique. Alors, comme tout ce que vous venez de dénoncer est faux et basé sur rien, je vais remettre de l'ordre dans ce que vous venez de dire. D'abord, le ministère de la Santé a annoncé hier qu'il n'y avait eu aucun cas de corona. C'est ce qui a été déclaré. C'est facile de pas. C'est pas ce qu'il a annoncé. Attendez, alors je vais vous donner les chiffres de cette semaine. Parce que moi, je viens préparer et j'adore les chiffres. Je suis un homme de chiffres. Mais c'est pas ce qu'il a annoncé. Ils ont annoncé qu'ils n'ont trouvé aucun cas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cas. Il y a 130 policiers qui ont été envoyés en isolation et qui sont malades dans les manifestations. Mais non, il n'y a pas de cas. Par ville. À Jérusalem, pendant la dernière semaine, à Jérusalem, vous avez eu 8800 nouveaux cas sur 1 million d'habitants. Bnei Brak, 939 nouveaux cas sur 200 000 habitants. Beth Shemesh, 500 cas sur 124 000 habitants. Tel Aviv, parce qu'on parle de Tel Aviv, vous parlez des gens qui vont en manifestation qui reviennent. Tel Aviv, 321 cas sur 500 000 habitants. Si vous mettez Tel Aviv en face de Jérusalem et que vous doublez le nombre de cas de Tel Aviv, nous sommes 4 fois moins touchés par le corona. Tira, qui est une ville arabe, la plupart des villes dont vous avez parlé sont des villes arabes, mais en pourcentage dans la population, il faut dire les choses clairement. À Beitar Illit, j'ai oublié, 195 cas sur 60 000 habitants. Non. Ce que je veux dire, les choses sont simples. Les Arabes sont 20% de la population et 30% des cas. Les ultra-orthodoxes sont 8% à 10% de la population, 50% des cas. Il faut qu'on sont 8 à 10% de la population. J'ai tous les chiffres, toutes les statistiques, c'est même pas la peine. Vous n'êtes pas venu prêt, préparez-vous pour la prochaine fois. C'est faux, mais c'est pas grave. Tout vient de la Lishka Merkazit. Le fait de m'empêcher de parler très longtemps en répétant des choses, ça aide pas. Il n'y a pas de problème avec les manifestants, puisque les manifestants, s'ils viennent pour la plupart du centre du pays, les villes non religieuses et non arabes, je vous le concède, sont très peu touchés en pourcentage. 321 cas sur Tel Aviv sur 500 000 habitants. Je peux répondre ? Merci de me laisser un peu de temps pour répondre. Je veux répéter mon point. Et le point est très clair. Première chose, je suis vraiment content que vous acceptez le fait que la plupart des manifestations viennent en fait de Tel Aviv, qu'on parle de personnes qui sont privilégiées, qu'on parle d'une population qui est privilégiée et qui vient manifester contre la démocratie. Donc déjà, on met ça de côté. Mais en plus de ça, c'est pas ça quand je parle des cas. D'abord, ce qui a été annoncé, c'est qu'on n'a trouvé aucun cas. Les gens ferment leur téléphone, éteignent leur téléphone, viennent. Il y a des policiers qui sont tombés malades par la sécurité de ces manifestations. Donc, je peux parler, monsieur ? Qui a dit qu'ils ont attrapé ça dans les manifestations ? Alors, allez-y, continuez. Je peux pas faire une phrase. Vous avez le droit de parler, il n'y a pas d'interruption. Je ne peux pas faire une phrase. Allez-y. Non, désolé, excusez-moi. Et donc, en plus, maintenant j'ai coupé, ma pensée a été coupée. Oui, donc je disais, les policiers. Ouais. C'est sûr et certain qu'il y a eu des malades dans les manifestations. Ok, c'est sûr et certain, c'est sûr. Maintenant, je suis d'accord du fait d'accepter que sûrement, statistiquement, j'en ai absolument aucune idée. Je suis pas en train de dire que toutes les manifs sont en train de propager des maladies, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la manière dont les choses sont perçues par le reste de la population israélienne, quand on voit d'un côté des milliers de manifestants qui viennent et qui dansent et qui chantent et qui sont à moitié nus, et il y a des gens qui sont à moitié nus dans ces manifestations et qui font des choses un peu bizarres, ok ? Et c'est normal que les autres gens dans la population générale, pas seulement les orthodoxes, mais de manière générale dans la population, vous pouvez l'avoir dans les villes arabes, il y a eu la semaine dernière un reportage à la télé israélienne où ils le disent de manière claire, et dans toute la population on dit écoutez, vous pouvez pas d'un côté leur permettre, ils font ce qu'ils veulent, et de l'autre côté nous on nous met des couvre-feux, etc. Je suis pas en train de dire, et contrairement à ce que monsieur dit, je suis pas en train de dire que les manifestants propagent des maladies, simplement. C'est sûr et certain qu'il y a des malades dans les manifestations, que ça ajoute à la propagation de la maladie. Tous les responsables médicaux sont d'accord que la promiscuité qu'il y a dans ces manifs est dangereuse et le disent de manière claire. D'un autre côté, la manière dont c'est perçu par la population,
fait et qu'il y a un relâché de manière générale, que tout le monde voit ça et se dit « Ah, écoutez, c'est pas juste ». Ce qui est vrai, c'est qu'on a une population qui est privilégiée, qui a des règles qui ne respectent absolument pas les règles ni d'hygiène, qui obligent 2 mètres par personne, ni le port de masque, ni le fait de respecter les règles les autres règles de bruit, de quand on a le droit de manifester, de où on a le droit de manifester, de bloquer le train, etc. J'habite à Jérusalem. Donc je suis désolé. Bon, je voudrais qu'on parle de la crise globalement. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui la crise, en fait, je plains franchement mes amis ultra-orthodoxes, parce que j'ai beaucoup d'amis ultra-orthodoxes, je les plains franchement parce qu'ils sont en plein dilemme, et le dilemme, il est cruel. D'un côté, ils disent ce que dit Nissim, c'est effectivement pourquoi chez les autres on peut se permettre ça et chez nous pas. Mais il y a quand même, et je reviens sur mes chiffres, parce que si on accepte que M. Gamzo fasse le plan qui s'appelle le plan Ramseur avec des couleurs, c'est quand même parce qu'il y a des statistiques ville par ville, village par village. Vous pouvez dire jusqu'à demain que les... Vous pouvez... de la chose, c'est tout. Mais vous pouvez dire jusqu'à demain que les manifestations sont un problème. Mais il n'y a pas d'ironie. Il y a 40 villages à moitié rouges sur les 40 villages rouges. Mais est-ce qu'il y a eu pression? La question aussi, c'est ça. Est-ce que la pression politique des ultra-orthodoxes, des partis, a fait plier le gouvernement? Parce que ça, c'est clair. Ça veut dire qu'on a fait passer la politique avant le sanitaire. Est-ce que la pression politique de la gauche israélienne et des élites israéliennes fait plier le gouvernement face aux manifestations que dans tout autre pays, dans tout autre endroit, auraient été depuis longtemps renvoyées, ou depuis longtemps la police se serait rentrée. Au début de toute manifestation qui se passe, j'en ai vu des centaines et des dizaines. On va parler que des manifestations. Le problème du corona, c'est les manifestations à Balfour. Attendez, que je comprenne bien. Que je comprenne bien. Les problèmes du corona, si, je vais vous laisser finir, mais je vous pose une question. Le problème du corona en Israël. Débattez avec vous. Le problème du corona en Israël, ce sont les manifestations. Je veux débattre avec lui. Je voudrais vous poser une question. Si vous débattre avec lui, vous avez posé la question, répondez là-dessus. Est-ce que pour vous, ce sont les manifestations qui créent le coronavirus en Israël? C'est très ironique, comme quoi. Maintenant, c'est une population qui est privilégiée, et je reviens. De la même manière qu'il y a une pression des ultra-orthodoxes qui est claire et nette, qu'il y a une pression des ultra-orthodoxes, je suis pas en train de la dénier. De la même manière, il y a une pression de l'autre côté pour permettre à ces manifestants de manifester en contradiction des lois et de faire des choses qui sont en contradiction des lois, de manifester. Si ces manifestants n'étaient pas privilégiés en Israël, depuis longtemps la police serait rentrée, les aurait renvoyés toutes. J'ai vu des dizaines et des dizaines de manifestations. J'habite à Jérusalem. Quand les ultra-orthodoxes bloquent l'entrée de Jérusalem, et ça arrive de temps en temps, en 10 minutes plus tard, les policiers sont là, envoient des trompes d'eau des trompes d'eau couleur bleue et qui puent vraiment, excusez-moi, mais sur les manifestations, 30 secondes après, la route est truc. Quand ces manifestants bloquent les routes, il y a des heures et des heures qui passent. Je vois les policiers d'un côté, je vois le comportement des policiers de l'autre côté, et je dis de manière claire, ces gens-là sont privilégiés, le reste de la population le voit. Et donc de la même manière... Vous dites que le gouvernement Netanyahou privilégie les manifestants? Le gouvernement Netanyahou ne peut pas se permettre d'arrêter les manifestations, tout simplement parce qu'après on va le traiter de dictateur etc. Il a dit plusieurs fois. Okay. Alors répondez là-dessus, après on passe à un autre sujet. Moi je voudrais voir ce qu'on dit en anglais de big picture. On parle quand même de ce monsieur Gamzo qui a fait un programme. Ça fait 2 mois qu'on est avec ce programme de couleurs, et il a mis les 40 personnes responsables. Moi je vais vous dire quelque chose de simple. Je vais tout le temps à ces manifestations. Si demain Tel Aviv devient rouge, ne croyez pas que je vais dire que Tel Aviv doit recevoir un avantage par rapport à Bnei Brak ou par rapport à un village arabe. Seulement, nous n'avons pas, ou très peu, de cas sur une ville d'un demi-million d'habitants. Nous n'avons pas une perception des autres, et que les gens vous regardent, et que toute la ville d'Israël vous regarde. Il y a des statistiques. Mais vous croyez vraiment qu'on a le petit village arabe qui regarde les statistiques, et à Bnei Brak qui regarde les statistiques, ils n'ont même pas la télé. Il faut quand même affronter une réalité. Il y a une réalité des choses qui fait qu'il y a des cas à Jérusalem, à Bnei Brak et dans les pays arabes. Mais c'est pas une question. On fait des manifs à Tel Aviv. Lorsqu'en France on dit que l'île de France est rouge et que le Bas-Rhin est rouge, tout le monde accepte que c'est comme ça, et la personne en Isère va pas lui dire pourquoi vous faites pas les manifs à Tel Aviv? parce que moi je suis vert. Pourquoi vous faites pas les manifs à Tel Aviv? C'est vert, pourquoi? Mais parce que le jour où M. Netanyahou habitera à Tel Aviv, nous le ferons à Tel Aviv, c'est tout simple. Et c'est pour ça que nous allons à Césarée et à Jérusalem. Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël politique. Vous vous en fichez totalement de la perception qu'ont les gens. Vous êtes privilégiés. Vous êtes une population privilégiée qui a des règles différentes. Nous ne sommes pas privilégiés. Alors on va pas passer toute la demi-heure là-dessus, parce que là on a bien compris que vous avez un différent sur l'histoire des manifestations. On va parler d'un autre sujet totalement différent. La signature, la semaine prochaine, c'est officiel depuis quelques minutes, à la Maison-Blanche. On va avoir une image qu'on n'avait pas vue depuis 1993, ça va rappeler des souvenirs à certains, d'un dirigeant israélien, d'un dirigeant d'un pays arabe et d'un président américain qui vont signer un accord de paix ensemble. Est-ce que le mérite en revient principalement à Netanyahou ou pas? Oui et non. Je vais faire comme Shimon Peres pour une fois, je vais dire oui et non.
D'abord, je félicite le Premier ministre parce que moi, je suis... Il va laisser l'image d'un homme de paix? Sur ce point-là, oui. On en a discuté la semaine passée lors de notre débat précédent. Les fondements de cet accord ont déjà été posés il y a plus de 20 ans. Monsieur Rabin et Monsieur Peres ont fait des visites à Oman, au Bahreïn, dans tous les pays du Golfe. À partir du moment où il y a les accords d'Oslo, il y a eu des fondements ont déjà été posés. Qu'il l'ait fait en tant qu'homme de droite, je ne suis là que pour le féliciter. C'est pas moi qui vous dis le contraire. Je reste quand même logique dans je suis pour la paix. Il y a un problème fondamental quand même avec cet accord et il y a un point qui est très gênant. Ce n'est pas la première fois, nous en avons parlé la semaine passée et je voudrais réaffirmer, un peu souligner ce point. On en a parlé, cette loi, vous savez ce que c'est la loi du QIM. Vous connaissez cette loi américaine? Oui? Non? Alors je vais reprendre. Ah oui. Qualitative. Qualitative. Le fait qu'Israël est toujours... le fait qu'Israël ait toujours un avantage militaire qualitatif. C'est une loi qui a été faite en 1968, qui a été renouvelée en 2007 jusqu'en 2017, où effectivement, cette loi permet à Israël de mettre son veto sur la vente d'armes dans des pays ennemis, à des pays ennemis. Donc, jusqu'à présent, Israël avait mis son veto jusqu'en 2017. Ce qui se passe maintenant, c'est que, et en Allemagne, pour la vente des sous-marins, et maintenant, avec la vente des F-35, nous étions les seuls à avoir les F-35. Il n'y a pas, dans cet avion-là, d'avion moins bon que les F-35. Lorsque le F-35 est vendu maintenant aux Émirats Arabes Unis, eh bien, demain, c'est la porte ouverte pour que d'autres pays du Golfe demandent exactement, parce que c'est pas seulement les F-35, maintenant on a rajouté en plus, ce sont les avions sans pilote. Tout ça a été des avantages militaires que nous avions. La paix et l'image que nous avons la semaine prochaine, je suis ravi. Est-ce que cette image vaut le sacrifice d'une loi qui a été faite et où on a mis 30 ans à avoir une loi comme ça, où les deux partis du Congrès et les deux partis, que ce soit le Parti démocrate et le Parti républicain, aient voté cette loi? Est-ce que le sacrifice de cette loi et le fait qu'on n'ait pas aussi mis dans la partie les militaires, le ministère de la Défense, le Shabak, etc., le Mossad, c'est un peu gênant. Et ça, c'est un vrai problème. Ok. D'abord, évidemment que le crédit à Netanyahou. Et au temps d'Oslo, c'était avec le prix d'Oslo. C'est le fait d'avoir Oslo qui était un problématique. Donc sans Oslo, sans avoir l'équivalent d'Oslo. Et c'est ça qui est la grande chose. Par rapport au F-35, il est important de comprendre quelque chose. On n'est pas dans les mêmes conditions. On n'est pas dans les mêmes conditions. Quand on avait Oslo, on était après les accords d'Oslo. On a pu aller dans ces pays et peut-être faire la paix en payant un certain prix qui était le prix de faire les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo sont la plus grosse catastrophe de toute l'histoire d'Israël pratiquement. Depuis sa création, la plus grosse catastrophe, c'est Oslo, qui a provoqué des milliers de morts, etc. etc. Alors, on peut ne pas être d'accord sur ça, mais c'est un autre débat. Ici, on paye rien. Ou on paye le fait de ne pas implémenter la souveraineté sur des territoires dont on est déjà souverain, suivant le droit international. Par rapport au F-35, j'ignorais que l'Allemagne, et au sous-marin en passant, j'ignorais que l'Allemagne était un ennemi, et j'ignorais qu'après l'accord de paix, les Émirats Arabes Unis restent un ennemi. Donc ce n'est pas des pays ennemis, c'est la première chose. Deuxième chose, là, évidemment, la loi elle est beaucoup plus tardive que 68 d'après mes souvenirs, et je ne pense pas qu'Israël ait un veto, je suis presque sûr qu'Israël n'a pas de veto. Le F-35 est un avion dont les ordinateurs sont basés aux États-Unis. Avec un switch aux États-Unis, on peut bloquer ces avions au sol. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les avions d'Israël, en passant. C'est vrai aussi pour nos avions dans Tsahal. Et leur ordinateur est toujours connecté à l'ordinateur américain, et un switch, on peut fermer. Cet avion, à partir du moment où on le vend à un pays, on ne peut pas le vendre à d'autres pays. Ensuite, est-ce que Israël a permis ou n'a pas permis? D'abord, je pense que c'est ridicule de penser qu'Israël peut donner son veto à les ventes d'armes de l'Allemagne vers l'Égypte. Lisez la loi, je l'ai lu ce soir. Je veux finir mes phrases. La loi est claire. Puis-je finir mes phrases? Bien sûr. Merci. Et c'est ridicule de dire comme quoi Israël met son veto, même si la loi dans le Congrès le dit, au bout du compte, c'est une prérogative du président américain, et dans le système américain, il est un peu différent. Et c'est un peu ridicule de dire qu'au bout du compte, Israël peut mettre son veto, pas d'une vente de l'Allemagne à l'Égypte ou des États-Unis aux Émirats Arabes. De plus, l'avion ne peut pas passer à d'autres pays. De plus, je ne suis pas du tout sûr que Netanyahou ait donné son accord. Et c'est un report du New York Times qui a répété beaucoup de choses qui étaient fausses pendant beaucoup d'années. Il y a eu beaucoup de choses que le New York Times a dit qui étaient faux. Donc le New York Times a dit, Netanyahou dit autre chose.
Entre nous, on peut pas prendre ça. Je vois pas pourquoi on dirait ce que dit le journal est juste et ce que dit Netanyahou est faux. Je suis pas en train de dire que Netanyahou dit toujours la vérité, mais soyons un peu clairs. En passant, je suis pas là pour défendre Netanyahou à tout prix. Au bout du compte, j'ai voté pour Guidon Saar aux élections aux primaires. Mais le fait est qu'on ne peut pas prendre le crédit à quelqu'un qui a fait quelque chose d'un accès important, qu'il y a d'autres pays qui viennent, on l'a vu dans les infos à l'instant, qu'il y a d'autres pays au fur et à mesure, et que c'est tout ça sans vraiment payer de prix. Sans payer ou sans payer un prix qui est énorme, en ne payant un prix qu'on repousse plus tard, qu'on suspend pour l'instant. Le prix pour l'instant, c'est quoi? C'est la suspension de l'annexion l'implémentation de la souveraineté, c'est pas une annexion. On annexe quelque chose qui n'est pas à toi. Donc c'est la souveraineté qui est suspendue. Alors, le prix pour répondre, d'abord, quand j'ai parlé des sous-marins, l'Allemagne n'est pas un pays ennemi, mais l'Allemagne a vendu, avec l'accord d'Israël, un sous-marin nucléaire à l'Égypte, qui est un pays ennemi. Qui est pour le moment n'est pas un pays ennemi. Mais vous vous souvenez comment était la Turquie il y a 20 ans, et vous vous souvenez comment... Attends. Un pays ennemi. On est en guerre avec la Turquie. On n'est pas en guerre, mais vous savez que la Turquie reçoit les meilleurs avions et les meilleures armes. La Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN, mais la Turquie ne reçot pas les meilleurs avions. La Turquie n'a pas une excellente armée. Et deuxièmement, lorsque nous avions un accord avec la Turquie était vraiment un pays ami. Au moment où nous avons laissé tomber nos amis kurdes pour aller vendre et faire des gros contrats d'armement, principalement sur les tanks et sur l'aviation avec la Turquie. La Turquie n'était pas celle d'Erdogan. Elle n'est pas celle aujourd'hui qui va en Méditerranée pour commencer une guerre sur le gaz. Donc il faut faire très attention. L'ami d'aujourd'hui peut devenir un ennemi. C'est valable dans tous les cas et c'est très dangereux. Deuxièmement, pas de prix, ce n'est pas vrai, parce que lorsqu'on avait annoncé l'annexion, on avait l'annexion de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain ne fait pas partie de l'État d'Israël. Lorsqu'il avait annexé pour le 1er juillet l'annexion de la vallée du Jourdain, ne dites pas que c'est annexer quelque chose qui est à nous, c'est annexer quelque chose qui n'est pas... On est souverain. Oui, mais n'est pas d'après la loi internationale. Lorsque vous voulez faire une loi d'annexion, c'est parce que ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, c'est une loi qui devait passer. Donc ce n'est pas de nouveau... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de renoncement. En fait, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Pour la paix, c'est la paix contre des territoires que l'on n'a pas annexés et que, d'après le gendre de M. Trump, qui je ne sais pas combien de temps sera encore au pouvoir, mais je le souhaite pour que vous puissiez continuer votre politique, a dit qu'il n'est pas question d'annexer aucune partie de la Cisjordanie sans accord avec les Palestiniens. Donc en fait, M. Netanyahou a fait un accord de paix contre les territoires, a fait un accord de paix contre une très 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 grosse vente d'armes qui ne s'est jamais faite, qui n'a jamais été acceptée par tous les cas du ministère de la Défense. Et il y a au ministère de la Défense une révolte dont on ne parle pas beaucoup dans la presse israélienne, mais qui en dit long sur ce qui se passe. Ça s'est déjà passé une fois avec les sous-marins en Allemagne et ça se repasse une deuxième fois maintenant. Je ne considère pas un article comme New York Times comme un fait avéré et donc de dire comme quoi qu'il a reçu. Aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de souveraineté. La souveraineté qui était promise n'a pas eu lieu. Alors d'abord, on parle d'implémentation de la souveraineté, pas d'annexation. On annexe quelque chose. D'après le droit international, c'est pas la même chose. D'après le droit international, la Judée-Samarie et la vallée du Jourdain appartiennent à Israël et Israël est déjà souveraine sur elle. Tout simplement, il faut implémenter cette souveraineté. C'est pour ça qu'on parle en hébreu. On dit très bien en hébreu. Il fallait pour cela l'aval des Américains. Je suis vraiment désolé. À titre personnel, je ne sais même pas si c'est un prix qui vaut la peine par rapport aux Émirats arabes. Je le dis de manière claire. Mais il n'y a rien à comparer entre d'un côté qu'on n'ait pas implémenté aujourd'hui cette souveraineté et qu'on le fera qu'on n'ait pas appliquer la souveraineté aujourd'hui et qu'on le fera dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 5 ans, qui a un prix à payer, mais c'est pas du tout le même prix qui a payé quand on était à Oslo et qu'on est sorti des villes palestiniennes, qu'on a permis aux Palestiniens de s'armer, de prendre des milliers d'armes et ensuite de tuer 2000 Israéliens. On ne peut pas comparer les choses. Donc j'ai pas dit comme quoi on a eu ces accords sans rien payer. Dans tous les cas, tout accord de paix, partout dans le monde, il y a un pourparler, chacun renonce à certaines choses. Tout le monde renonce. À quoi ont renoncé les Émirats arabes unis ? À quoi ils ont renoncé ? Oui. À la solidarité arabe. Elle n'existait pas avant, donc à quoi ils ont renoncé concrètement ? Elle n'existait pas avant. Bon, on va arrêter là, on n'a plus le temps de continuer. Merci Nissim Slama, merci Laurent Siget. Dans un instant, nouveau journal sur i24 News. À demain, bonne soirée.